Le grand favori à ce stade, ça reste le Front National? Oui, le Rassemblement national, la liste de Jordan Bardella, hein, c'est un petit symbole aujourd'hui dans cette vague de l'Euro-rolling et Fab fiducial pour le Figaro, LCI et Sud Radio. La liste de Bardella, Jordan atteint 32,5% d'intention de vote, un point de plus par rapport à l'enquête de vendredi. Ce qui est frappant, c'est le score. 32,5. Si je mets de côté la liste Simone Veil, RPR, UDF de 1984, mais il y avait deux grands partis, le RPR et UDF, jamais un parti unique n'a réussi un tel score. 32,5, c'est 7,5 points de plus que le score du FN de 2014, hein, sa première victoire aux élections européennes. On est presque à 10 points au-dessus de l'étiage des dernières élections européennes. Voilà. Quand on regarde tous les indicateurs, c'est particulièrement impressionnant. Je mettrai trois choses en avant. La fin du gap gender, la fin du fait que le RN avait moins d'électeurs féminins que les électeurs hommes. Là, Jordan Bardella à 34% chez les électrices. Deuxièmement, l'électorat âgé, qui de plus en plus choisit la liste RN. Aujourd'hui, Jordan Bardella est à 25 ou 26%. Et troisièmement, des cadres supérieurs où la liste Bardella tangente les 20%. C'était par le passé des terra incognata, si je puis dire, pour le Rassemblement national. C'était des segments qui avaient voté massivement contre Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Et là, ça choisit, ça vote Bardella, avec en plus un électorat extrêmement fidélisé, c'est-à-dire que selon les vagues d'enquête, on a entre 85% et 90% d'électeurs Bardella, oui, concrètement, les sûrs gens, de leur choix. C'est ça, donc les électeurs du Rassemblement national, non seulement ils sont très très nombreux, en tout cas c'est ce que révèle votre sondage IFOP fiducial pour le Figaro, LCI et Sud Radio, mais surtout ils disent qu'ils sont quasi certains d'aller voter, à 85%. Voilà, pour c'est le ça. Ils sont Rassemblement national. certains d'aller voter. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à vouloir aller voter. On sait très bien que le problème endémique pour le FNRN lors des élections intermédiaires, c'était la mobilisation de leurs troupes. On se souvient de scores très décevants aux élections régionales de 2021, où notamment beaucoup d'électeurs RN étaient restés chez eux. Là, pour l'instant, alors ce sont des données qu'il faut prendre avec une certaine prudence. Quand on regarde le taux de participation prévu, 44%, qui paraît faible, mais qui est plus fort que celui qu'il était C'est en pas 2019. énorme quand même. Oui, mais moins d'un comme électeur vous sur le deux. disiez, Alban, on est à 2 mois du vote, donc prudence absolue. Mais il y a quelque chose de symbolique qui est une vraie nouveauté par rapport aux invariants traditionnels des différents différentiels de participation. C'est que c'est l'électorat de Marine Le Pen qui, aujourd'hui, est le plus mobilisé pour aller voter. Voilà là également un point de rupture avec le FN jean-mariste, où la question de la mobilisation d'un électorat qui à l'époque était uniquement ou presque masculin, ouvrier, jeune, était un enjeu central, crucial pour le FN de l'époque. Donc un gros score potentiellement pour le Rassemblement national. À l'inverse, le parti présidentiel emmené par Valérie Hayé, il est beaucoup plus faible et en même temps il est stable. Oui, c'est ça. D'abord, il est à 14 points et demi de la liste Bardella. On était quand même à 9-10 points dans nos dernières enquêtes IFOP fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio avant le déclenchement du rolling. 18%, c'est un score stable. Ça s'est pas mal consolidé. Beaucoup d'électeurs âgés choisissent Valérie Hayé, mais très clairement, elle pâtit, je pense, d'une sorte de nationalisation du scrutin. Quand on regarde nos indicateurs hebdomadaires qui ont été livrés jeudi dernier, quand on interroge les Français, aujourd'hui, alors que l'Europe est de plus en plus, je dirais, quotidienne dans la vie des Français, alors que l'image de l'Europe s'est beaucoup améliorée, alors que les Français ont compris que l'Europe protection, on l'a vu lors du Covid, on le voit lors de cette guerre en Ukraine avec la Russie, est un enjeu majeur. Aujourd'hui, les Français sont plutôt sur une logique de nationaliser le scrutin. Ils sont une majorité, 54% je crois, à dire qu'ils voteront pour des enjeux nationaux. Ils sont très nombreux à vouloir sanctionner le gouvernement. On retrouve un cercle vicieux, si je puis dire, pour la liste de la majorité présidentielle, qui est que beaucoup d'électeurs vont voter pour sanctionner Emmanuel Macron, comme ça a été le cas dans toutes les élections européennes dans une année se terminant par 4, 84, 94, 2004, 2014, où le pouvoir en place a été fortement sanctionné. C'est plus le mouvement présidentiel le parti présidentiel qui est sanctionné, et le président plutôt que Valérie Hayé. Alors à l'inverse, à gauche, il y a un parti qui monte grâce à un homme, c'est Raphaël Glucksmann, qui tire la liste du Parti socialiste. Il s'impose un peu comme le troisième homme, même si dans votre dernière vague de sondage, il perd 0,5%. Voilà, il y a un petit tassement sans importance, avec moins d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui arrivent sur la liste Glucksmann. Alors c'est vrai qu'il y a une décantation très nette à gauche, 12% pour la liste PS Place Publique, 7,5% pour la liste de la France Insoumise. Elle est à peine supérieure à son score de 2019, où Manon Aubry avait fait 6,3%, et 7% pour les écologistes, quasiment 2 fois en dessous du score de Yannick Jadot, 13,5% en 2019. Ce qui est intéressant pour Raphaël Glucksmann, c'est qu'il a 3 sources électorales.
y arrive à capter, même si c'est moins fort aujourd'hui. D'où viennent ces électeurs Une part importante des électeurs Mélenchon 2022, des électeurs de gauche, sociodémocrates, qui ont voté Mélenchon pour éviter Marine Le Pen au second tour, parfois séduits par la radicalité sociale et écologique de l'offre programmatique de Jean-Luc Mélenchon. Ces électeurs peuvent aller chez Glucksmann. Deuxième source d'un électorat Jadot, qui ne se reconnaît pas dans cette force écologiste incarnée par une personnalité très peu connue, Marie Toussaint, des écolos qui se sont un peu fondus et perdus dans la NUPES, qui leur ont fait perdre leur identité, avec en plus le fait de ne plus faire référence à Europe Écologie Les Verts, mais parler des écologistes d'une manière générale. Et troisième source, qui pour l'instant est faible, mais qui pourrait devenir très forte quand on voit les courbes se rapprocher. Il y avait 11 points d'écart entre Valérie Hayé et Raphaël Glucksmann au début du rolling. On n'est plus qu'à 6 points d'écart. C'est pas la marge d'erreur, mais ça reste plus faible. Un électorat Macron en 2022, centre-gauche, qui se dit qu'une manière de voter pro-européen sans pour autant donner un quitus au président Macron, c'est la liste Glucksmann. Est-ce que Raphaël Glucksmann est en mesure, ou pourrait être en mesure de dépasser Valérie Hayé? Alors c'est une question à laquelle j'aime pas répondre, parce qu'un sondage, on n'arrête pas de le dire, en termes de pédagogie, et je crois que Jérôme l'a fait la semaine dernière, n'est pas une prophétie, c'est un instantané de l'opinion, un pronostic. À un moment T. Tout est possible. On sait qu'aux élections européennes, la décision électorale se fait tardivement, que la campagne est courte, il y a tous ces ponts du mois de mai, la campagne va vraiment commencer, on va dire, autour de la mi-mai. L'intérêt est plus fort que par le passé, qu'en 2019. N'oublions pas, on est sur une campagne qui n'est pas dans les canons ou les invariants traditionnels des élections européennes. Quand on voit que le niveau d'intérêt est plus fort qu'en 2019, c'est le seul scrutin du quinquennat d'Emmanuel Macron qui a une dimension nationale. Donc, sauf bien sûr dissolution et législative anticipée que personne ne peut prévoir autour de cette table. Mais en tout cas, ça sera le seul scrutin national. Ça pousse les Français peut-être à aller voter. Donc, tout est possible, notamment des mouvements brusques d'opinion. Pour l'instant, Raphaël Glucksmann est le troisième homme. Et le premier homme à gauche, il ne faut pas oublier à quel point ça peut être important. François Hollande l'a bien souligné la semaine dernière dans une interview chez vos confrères de France Inter, je crois, en disant que oui, ce qui va sortir des élections européennes, s'agissant du rapport de force électorale à gauche, peut avoir un impact sur 2027. Oui, la politique, c'est une dynamique. Voilà, on est sur une dynamique et on n'est plus sur la logique classique d'un scrutin européen singleton, autarcique, qui n'avait pas d'effet sur le cycle électoral. Frédéric, vous parliez de pédagogie il y a un instant. Cette étude IFOP fiduciale pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, elle utilise la méthode du rolling. Oui. En un mot, c'est quoi une méthode de rolling? Alors, le rolling, c'est un sondage permanent, un sondage continu. On interroge tous les jours 500 personnes. On publie un rapport de force électorale sur 3 jours, 500 plus 500 plus 500, donc 1500 personnes. Et au fur et à mesure qu'on avance, c'est un sondage glissant, on supprime les tiers d'interview, les plus anciens. Quand on est sur un sondage classique d'intention de vote, on est sur une logique de photos. Discontinue. On attend une semaine avant de faire une enquête à l'autre. Là, vu que c'est tous les jours, on est plutôt sur une logique de film. On va essayer de voir avec des mouvements plutôt doux. Moi, je me fie toujours dans les enquêtes électorales des plus 3, des moins 5, des plus 2. Quand on regarde, quand on ramène... trop brusque. C'est brusque. Quand on ramène ces chiffres au corps électoral, on se dit c'est pas possible qu'en d'une semaine à l'autre, une liste perde 1 million de voix ou 600 000 voix. Avec le rolling, on est sur des mouvements beaucoup plus doux. C'est dire que les 1 point de plus du RN sur une période très courte veulent dire quelque chose. Il y a le mécontentement intérieur des Français, la situation de la dette, cette série terrible en termes d'insécurité, de logique d'islamisation à Montpellier, à Bordeaux. Oui, tout ça compte dans le vote des Français. Est-ce qu'il y a des thèmes qui s'imposent dans cette campagne? Alors, il est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, plus que jamais, la question sociale, la question du pouvoir d'achat compte, la question climatique et la question de l'école avec, comme je disais, un lien avec l'insécurité. Ce qui s'est passé à Viry-Châtillon a fortement choqué les Français. C'est un des sujets dont les Français ont le plus parlé dans notre baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio. On a pour l'instant, et c'est ça qui est gênant pour la majorité présidentielle, c'est des thématiques intérieures qui s'imposent plus que peut-être l'action de l'Union européenne. Et puis, autre élément qui accrédite une sanction possible d'Emmanuel Macron, notre enquête publiée ce matin sur les 2 ans de son élection, le jugement positif à son égard sur les dimensions internationales et européennes s'est effondré de presque de 15 points entre 2021 et 2024. Oui, le parti présidentiel en mauvaise posture. Alors une liste qui pourrait potentiellement en profiter, c'est celle emmenée par François-Xavier Bellamy et les Républicains. Sauf que dans ce sondage IFOP fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, dans ce rolling, donc ce sondage quotidien, eh bien... les Républicains restent à 8,5%. C'est un peu le même score qu'aux dernières élections européennes en 2019. Oui, ils sont même à 8. Aujourd'hui, il y a un petit tassement. Alors, il y a quand même des éléments qui sont plutôt
encourageants. Premièrement, pour l'instant, même si on est sur 2 points d'écart, le match avec Reconquête et plutôt tourne à l'avantage de François-Xavier Bellamy. Deuxièmement, il est beaucoup plus... Reconquête qui est la liste de Marion Maréchal Le Pen qui est estimée à 6%. Qui est à 6%, qui est un score aussi assez intéressant pour un parti très jeune. Le fait d'être très proche de l'étiage présidentiel d'Éric Zemmour n'est pas un mauvais résultat, 7 contre 6. Deuxièmement, François-Xavier Bellamy est plus connu des Français par rapport à 2019, et a toujours une image plutôt bienveillante. Cette image que j'ai appelée par le passé d'ailleurs dans Le Figaro, Monsieur Smith au Sénat, qui apporte du renouvellement, de la fraîcheur, une certaine sincérité, et puis, un peu comme d'autres têtes de liste, il est sortant. Il a des choses à dire sur son bilan, il peut essayer de montrer, pour faire revenir chez lui des électeurs tentés par Reconquête, voire tentés par le RN, dire voilà ce que j'ai fait pendant 5 ans. Et puis, qu'est-ce qui avait coûté cher en 2019 ? Rappelez-vous, il faut être honnête, les sondages, notamment ceux d'IFOP, le mettaient à 11-12%, même en fin de campagne, il a fini à 8,5%. Mais c'était une grosse déception en 2019. Tout à fait, il y a eu un vote utile vers la liste de la majorité présidentielle, pour empêcher que le RN soit en tête. Là, compte tenu de l'écart entre le RN et la majorité, compte tenu d'autre part de l'émetteur Macron qui est beaucoup plus abîmé qu'en 2019, sans doute que ce risque de perdre d'électeurs de droite vers la majorité est nettement plus faible, même si quand on regarde les pages de notre rolling, on se dit quand même que la part d'électeurs âgés qui choisissent la liste des Républicains est trop faible, à peine 9%, quand on sait que le centre de gravité et le socle électoral d'un parti de droite comme un républicain, ce sont les personnes âgées. Là, il y a des marges de progression réelles. Vous parliez de la liste Reconquête emmenée par Marion Maréchal, qui donc est estimée à 6% dans votre sondage. Est-ce qu'on sait à qui elle prend des voix finalement ? Clairement, elle prend des voix à la droite. Marion Maréchal arrive à prendre des électeurs de Valérie Pécresse. Elle prend un peu d'électeurs de Marine Le Pen 2022, mais surtout le risque, et c'est ça qui est assez intéressant. Marion Maréchal arrive par son équation personnelle arrivée à 6%, elle prend des personnes qui n'ont pas voté à la présidentielle par exemple, elle perd aussi beaucoup du côté de Jordan Bardella. Dans le rolling du jour, il y a presque plus de 40% d'électeurs Zemmour 2022 qui choisissent la liste Bardella. Il y a un vrai danger de fuite. Peut-être pas une logique de vote utile. Les Français, beaucoup ont intériorisé que Jordan Bardella, je vais peut-être prendre un risque, mais a peu de chances d'être délogé de la première place, même si le 9 juin, c'est extrêmement loin. La campagne va commencer vraiment, on le disait, dans quelques semaines. Tout peut arriver en politique. Voilà, il faut être bien sûr prudent. Mais c'est vrai qu'il y a un danger de voir des électeurs d'Éric Zemmour se dire l'avenir, la projection positive sur 2027, c'est moins Marion Maréchal ou Éric Zemmour que Jordan Bardella. Frédéric Dabi, il y a aussi toute une série de petites listes. Alors c'est le cas pour tous les scrutins bien sûr, mais c'est le cas pour ces élections européennes. Par exemple, l'Alliance Rurale, Nouvelle Donne, elle se retrouve aussi dans votre sondage. Très franchement, ces listes, est-ce qu'elles ont une chance de passer ce fameux seuil de 5%? Alors vous ne faites pas de prédiction, j'entends bien, mais pour le moment, est-ce qu'il y a une dynamique dans ces petites listes? Alors pour l'instant, non. C'est petit, 5% c'est difficile d'atteindre, je pense plutôt aux 3% qui permettent un remboursement des frais. On se souvient par exemple, Alban, en 2019, que le parti animaliste avait tangenté de mémoire les 2,5-3%, il est pour l'instant à 1,5%. Il y a des listes connues, la liste UPR qui s'est à plusieurs reprises fait présenter, il y a la liste Nouvelle Donne, Pierre Laroutourou est un sortant, il était avec Raphaël Glucksmann en 2019, Nouvelle Donne est une marque assez connue, mais pour l'instant c'est vrai que dans un moment où les Français sont pas polarisés sur ce scrutin, ces listes peinent à exister, et beaucoup dans notre rolling, il y en a au moins 5 ou 6, et on les teste encore pas toutes, sont entre 0 et 1%. Alors un petit point de pédagogie pour nos auditeurs et téléspectateurs, personne n'a 0, mais 0 veut dire qu'on est en dessous de 0,5%. Ce qui veut dire quelque chose de très très faible. Une toute dernière question, Frédéric Dabi. Dans ce sondage IFOP Judicial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, on a parlé, et on a parlé du résultat actuel dans votre sondage de Glucksmann, de François-Xavier Bellamy. Les deux, ces derniers jours, ces dernières semaines, ils essayent quelque part de ressusciter un clivage gauche-droite. Est-ce que ça, c'est stratégique pour eux ? C'est une très très bonne stratégie. Il y a eu un débat de très haute tenue, très cordial, très courtois. Si ça faisait du bien par rapport à d'autres débats, je ne donnerai pas de nom chez vos confrères de BFM, je crois, dimanche dernier. C'est vrai que recréer du clivage gauche-droite, c'est aussi asphyxier
prendre en étau la liste de Valérie Hayé, qui a une source de droite, une source de gauche de plus en plus réduite, et c'est faire revenir des électeurs dans ce choix binaire qui a quand même structuré la vie politique en France depuis le début de la Ve République et qui peine à reprendre le contrôle, même si la liste Glucksmann est clairement, non pas en dynamique, mais en tête à gauche. Et François-Xavier Bellamy est plutôt un score intéressant, moins élevé qu'en 2019 pour le moment, mais qui est plutôt porteur de promesses dans la perspective du 9 juin. Et donc en s'opposant l'un à l'autre, évidemment, ils peuvent gagner des voix chacun de ces... l'objectif, on l'imagine. Merci beaucoup, Frédéric David. Merci. Je rappelle que les élections européennes, c'est donc du 6 au 9 juin prochain. On continuera à les observer avec vous. Je rappelle que vous êtes le directeur opinion de l'Institut de sondage IFOP. Merci encore.